Je m'appelle René Brox. J'ai 32 ans. Il y a 5 ans, j'ai décroché le téléphone, et j'ai dénoncé mon frère à la police. Et ma famille ne m'a plus jamais adressé la parole. Ma mère m'a traité de destructrice. Mon père a dit que je n'étais plus sa fille. Ma sœur, Paige, ma propre sœur, m'a traité de menteuse sur Facebook, pour que toute la ville puisse le voir. J'ai été effacé de la discussion de groupe, de Thanksgiving, de chaque anniversaire, de chaque fête, de chaque dîner du dimanche, dans la maison de Maple Ridge Road. Pendant 5 ans, j'ai été seul. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait. Je n'étais pas la seule. Il y en avait 7 autres. Toutes à l'intérieur de notre famille, et chacune d'entre elles, avait gardé le même secret. Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience a tout changé. Mais d'abord, laissez-moi vous ramener au début. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories, où les familles qui ont choisi le silence apprennent que la vérité a son propre calendrier. Si vous êtes nouveau ici, restez avec nous. Vous allez vouloir entendre comment celle-ci se termine. Cliquez sur s'abonner pour ne pas la manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. J'ai grandi à Millbrook, dans l'État de New York. 12 000 habitants. Le genre de ville où vos voisins connaissent vos affaires avant vous, et où la caissière de l'épicerie se souvient du nom de jeune fille de votre mère. La famille Brox était une institution. Mes parents, Diane et Gerald, vivaient sur Maple Ridge Road depuis 31 ans. Même maison, même église, même banc, 3e rangée, de confession méthodiste. Absolument chaque dimanche, nous étions 4 enfants. Travis était l'aîné, puis moi, puis Paige, puis Russell, le petit dernier, qui a déménagé au Colorado à 18 ans, et n'est presque jamais revenu. Travis était l'enfant prodige. Sans exagération, il a ouvert un garage de réparation automobile à 25 ans, Brox & Son Automotive, et en l'espace de 3 ans, il employait 14 personnes. Il sponsorisait l'équipe de baseball locale. Il faisait des dons pour le fonds de réfection du toit de l'église. Les habitants de Millbrook ne se contentaient pas d'apprécier Travis, ils comptaient sur lui. Mon père comptait sur lui, aussi. Quand papa a pris sa retraite de l'usine, à 56 ans, Travis a pris en charge le prêt hypothécaire, soit 2 400 € par mois. Papa n'a jamais dit merci à voix haute, mais il n'en avait pas besoin. Travis ne pouvait rien faire de mal, dans cette maison. Et moi, j'étais la fille discrète. J'ai terminé l'école d'infirmière à 22 ans, avec 47 000 € de prêts étudiants. Aucune aide de la maison. Je travaillais aux urgences de Millbrook, enchaînant des gardes de nuit de 12 heures, et je payais mon propre loyer, pour un appartement situé à 8 minutes, de chez mes parents. Chaque soir, la discussion de groupe s'illuminait. La famille Brox. Nous tous, sur e-message. Maman envoyait un message. Travis répondait toujours en premier, puis Paige, puis moi. Travis savait toujours quoi dire, pour que tout le monde se sente à l'aise. C'était son don. J'avais l'habitude de l'admirer. Je ne savais pas encore de quoi d'autre il était capable. À 27 ans, ma vie était modeste et stable. Je l'aimais bien comme ça. J'arrivais à la clinique, vers 18h45, et je pointais. 12 heures d'entorse, de fièvre, de douleurs thoraciques, et de tout petit en pleurs. Je pointais à la sortie, à 7 heures du matin. Je rentrais chez moi, en conduisant dans la lumière grise. Je dormais jusqu'à 15 heures. Et je recommençais. Mon appartement n'avait rien d'extraordinaire. Une seule chambre, au-dessus d'un cabinet de dentiste, sur la route 9. Le chauffage cliquetait, les fenêtres coinçaient en été, mais il était à moi, et je le payais moi-même, et personne ne pouvait m'enlever ça. Sur le crochet, près de la porte d'entrée, je gardais une écharpe en laine rouge. Ma grand-mère l'avait tricotée pour moi, quand j'avais 10 ans, le dernier Noël avant son décès. La laine était passée du cramoisi à quelque chose de plus proche de la rouille, et l'une des extrémités commençait à s'effilocher. Mais je ne l'ai jamais remplacée. Cette écharpe était la seule chose que je possédais, qui me donnait l'impression d'être à la maison, quand la maison a cessé, de me sembler un endroit sûr. J'allais toujours au dîner du dimanche, je m'asseyais sur ma chaise habituelle, je passais les petits pains, je riais aux blagues de papa, j'aidais maman à essuyer la vaisselle. Je n'étais pas proche de Travis. Nous ne nous disputions pas. Nous ne tissions pas de lien.
Nous existions simplement, dans la même orbite. Deux planètes, avec des gravités différentes. Il dirigeait le garage. Je dirigeais mon service. Des mondes différents. Si vous m'aviez demandé à l'époque, de me décrire, j'aurais dit, je ne suis pas la personne la plus bruyante de la pièce. Je ne l'ai jamais été. Je fais mon travail. Je rentre chez moi. Je m'occupe de mes affaires. C'était ce que j'étais. Ce mois de novembre-là, quelque chose a changé. Pas progressivement, pas avec un avertissement. C'est arrivé à cause d'une seule phrase, entendue par hasard, lors d'un dîner de Thanksgiving. Et après cela, il n'y a eu aucun retour en arrière possible. Thanksgiving. La cuisine de mes parents. J'étais au comptoir, en train de couper la tarte, quand j'ai entendu la voix de Megan, venant du couloir. Megan avait 17 ans. La fille de mon oncle Russell. La cousine que je ne voyais qu'au fait. Une enfant calme, qui restait dans son coin. Elle avait toujours des écouteurs, dans les oreilles. Elle parlait à Paige. Je n'essayais pas d'écouter, mais la cuisine était petite, et Megan pleurait, et certains mots traversent les murs. La voix de Paige lui a répondu, basse et tranchante. N'en fais pas toute une histoire. Évite juste de te retrouver seul avec lui. Le couteau s'est arrêté, dans ma main. Évite juste de te retrouver seul avec lui. J'ai posé le couteau, je me suis essuyé les mains, et je suis passé par le couloir, comme si je me dirigeais vers la salle de bain. Paige m'a vu, et s'est tue. Megan s'est essuyé le visage avec sa manche, et s'est éloignée dans l'autre sens. Après le dîner, j'ai trouvé Megan, sur la véranda arrière. Elle était assise sur les marches, les bras enroulés autour d'elle-même, son souffle formant de la buée dans le froid. Je me suis assise à côté d'elle, et je n'ai rien dit, pendant 1 minute. Puis, Megan, tu peux me parler. Et elle m'a tout raconté. J'ai conduit jusqu'à chez moi, et je suis resté assise dans ma voiture, sur le parking, pendant 40 minutes, le moteur éteint, les mains sur le volant. La lumière du porche du cabinet du dentiste jetait une rayure jaune, en travers de mon tableau de bord. J'ai levé les yeux, vers le crochet où pendait mon écharpe rouge, visible par la fenêtre. Cette écharpe, c'était la seule chaleur, dans tout le bâtiment. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau du shérif du comté de Dutchess. Une femme, l'inspectrice Aaron Walsh, m'a reçu au poste. Elle avait un bloc-notes jaune, et une voix calme, et elle a écrit tout ce que je lui ai dit, le moindre mot. Puis, elle a levé les yeux. Ça va être difficile. Êtes-vous sûr? J'étais sûr. L'enquête a avancé rapidement. Travis a été interrogé, dans les 72 heures. Et dans ces 72 heures, mon téléphone a sonné. Il était 21h14. J'étais en train d'enfiler ma tenue de travail, pour mon service. Le nom de ma mère s'est allumé sur l'écran. J'ai décroché, et avant même que je puisse dire bonjour, Diane Brooks a prononcé les 6 mots, qui allaient définir les 5 prochaines années de ma vie. Tu es en train de détruire cette famille. Pain, est-ce vrai? Pain, que s'est-il passé? Pain, est-ce que tu vas bien? Tu es en train de détruire cette famille. J'ai essayé d'expliquer. Maman, Megan me l'a dit elle-même. Megan est une adolescente. Les adolescentes exagèrent. Tu devrais le savoir. J'ai pressé mon dos, contre le mur de la salle de bain, et j'ai fermé les yeux. Ce n'est pas le genre de choses, qu'une adolescente invente. Travis n'a fait que du bien à cette famille, a-t-elle dit. Sa voix était plate, répétée, comme si elle avait déjà pratiqué ce discours, avant de m'appeler. Il paie le prêt de ton père. Il emploie la moitié des hommes, de cette ville. Que crois-tu qu'il se passera, quand tu auras détruit tout ça? Maman, je ne pouvais pas juste. Tu aurais pu venir m'en parler d'abord. Tu aurais pu régler ça, en privé. Au lieu de ça, tu as appelé la police, comme s'il était une sorte de criminel. Je n'ai pas dit ce que je pensais. J'ai laissé le silence s'installer. Puis, elle m'a posé un ultimatum. Retire ta plainte. Dis à l'inspectrice, que c'était un malentendu, ou bien ne rentre pas à la maison, pour Noël. Je ne peux pas faire ça, maman. Alors, ne rentre pas pour Noël. La ligne a été coupée. Je suis resté debout, dans ma salle de bain, pendant un long moment.
La tenue de travail était froide, contre ma peau. Mon service commençait, dans 40 minutes. J'ai mis mes chaussures. J'ai conduit jusqu'au travail. J'ai pointé. Et c'est la dernière fois que ma mère m'a adressé la parole, pendant 5 ans. Le lendemain matin, mon père a appelé. J'ai décroché, en espérant quelque chose de différent. Une question, une pause, n'importe quoi. Gérald Brox m'a donné 8 mots, et la tonalité de fin d'appel. Aucune fille à moi ne ferait une chose pareille. Clic, j'ai fixé le téléphone. 8 mots. 35 ans à être son enfant, et 8 mots, c'était tout ce que j'obtenais. Cet après-midi-là, Paige a publié un message, sur Facebook. Elle ne m'a pas identifié, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde à Millbrook savait exactement de qui elle parlait. Certaines personnes feraient n'importe quoi, pour attirer l'attention, même détruire leur propre frère. Répugnant. 231 j'aime, 47 commentaires, dont un de ma mère. Un simple emoji cœur. La semaine suivante a été pire. Au travail, une patiente m'a regardé, de l'autre côté de la table d'examen, et a dit, « C'est vous, celle qui », puis s'est arrêtée, mais j'ai entendu le reste, dans son silence. L'affaire a avancé, pendant 6 semaines. Puis, elle s'est arrêtée. Megan avait 17 ans. Ses parents, mon oncle Russell et sa femme, ont fait pression sur elle, pour qu'elle se rétracte. Ils n'ont pas utilisé le mot « rétracter ». Ils ont utilisé le mot « clarifier ». Le résultat a été le même. Sans témoignage corroborant, le procureur ne pouvait pas monter de dossier. Les charges ont été abandonnées. Travis est retourné au garage, retourné à l'église, retourné au dîner du dimanche. La ville a poussé un soupir de soulagement. Un malentendu, une sœur jalouse, une adolescente qui a exagéré. Affaire classée. L'inspectrice Walsh m'a appelé, le jour où c'est arrivé. Sa voix était prudente. Je suis désolé, René. Je vous crois, mais je ne peux pas avancer, sans d'autres éléments. J'ai hoché la tête, face au téléphone, comme si elle pouvait me voir. Je garde ce dossier ouvert, a-t-elle dit. Si quoi que ce soit change, je serai là. C'était en décembre 2021. Je ne le savais pas alors, mais le compte à rebours venait tout juste de commencer. L'exil a été chirurgical. D'abord, la discussion de groupe. J'ai regardé mon nom disparaître du groupe de la famille Brox, un mardi après-midi, pendant que je déjeunais à mon bureau. Une seconde, j'y étais. La seconde suivante, le fil de discussion avait disparu. 27 années d'appartenance, effacées d'un seul glissement de doigt. Puis Noël. Je suis passé en voiture, devant la maison de mes parents, la veille de Noël, et j'ai vu les voitures, dans l'allée. La Jetta de Paige, le camion de Travis, la Buick de maman, des lumières à chaque fenêtre. J'ai continué à conduire. Puis, mon anniversaire, en février. Aucun appel, aucune carte, aucun texto. Pour la première fois, en 28 ans, Diane Brox ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. La ville a suivi l'exemple de la famille. La femme à la poste a cessé de me regarder dans les yeux. Le serveur du café Ground & Glory a commencé à épeler mon nom de travers, exprès. René, Rena, Rhin. De petites cruautés, venant de petites personnes. J'ai écrit une lettre à ma mère, de 3 pages. J'ai expliqué pourquoi j'avais fait un signalement. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je préférais perdre chaque fête, plutôt que de rester silencieuse. Elle n'a jamais répondu. J'ai envoyé par la poste un cadeau à Paige, pour son 25e anniversaire. Un bracelet, acheté à la foire artisanale, où elle avait l'habitude de me traîner, chaque été. La boîte est revenue 2 semaines plus tard, non ouverte. Retour à l'envoyeur. J'ai tenu la boîte entre mes mains, pendant un long moment. Le ruban adhésif était encore lisse. Le nœud était toujours noué. Elle n'avait même pas regardé, à l'intérieur. Je l'ai posé sur le comptoir de ma cuisine, et je l'ai fixé, pendant que mon café refroidissait. J'avais 2 choix. Rester dans une ville, qui avait choisi le silence de mon frère, plutôt que ma vérité, ou bien laisser tout ce que je connaissais, derrière moi. J'ai choisi la deuxième option. En mars, un mercredi. J'ai chargé ma voiture,
avant le lever du soleil. L'appartement, au-dessus du cabinet du dentiste, était vide. Je l'avais nettoyé 2 fois. Une fois, parce que c'était nécessaire. Une autre fois, parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Les murs avaient des carrés plus clairs, là où mes photos étaient accrochées, avant. Le comptoir de la cuisine avait une trace circulaire, laissée par ma tasse de café, qui ne voulait pas partir, peu importe à quel point je frottais. J'ai décroché l'écharpe rouge, près de la porte, et je l'ai enroulée autour de mon cou. La laine n'avait plus aucune odeur, maintenant. Ni l'odeur de la maison de grand-mère, ni l'odeur de la lavande, ni aucune autre odeur. Mais je pouvais encore en sentir le poids. J'ai verrouillé la porte, j'ai glissé la clé dans la boîte aux lettres du propriétaire, je suis monté dans ma voiture, pour faire 3 heures de route vers le nord, en direction d'Albany, avec une seule valise, un seul carton de livres, un diplôme d'infirmière. Et absolument aucun membre de ma famille, qui aurait répondu à mes appels. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, quand j'ai franchi la limite de la ville. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit. Les 5 années suivantes de ma vie tiennent en 3 phrases. J'ai travaillé. J'ai guéri. Et je me suis construit une vie que personne ne pourrait m'enlever. Albany était grise, bruyante et anonyme. J'ai adoré ça. J'ai décroché un emploi au centre médical d'Albany en l'espace de 2 semaines. Service de nuit, les mêmes horaires, mais un bâtiment différent. Personne ne connaissait mon nom, et personne ne connaissait celui de mon frère. Et ce fut la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des mois. Les 2 premières années ont été placées sous le signe de la survie. J'ai loué un studio sur Washington Avenue, avec un chauffage au radiateur, et une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. J'ai mangé des flocons d'avoine, pour le dîner, 3 soirs par semaine. J'ai remboursé mes prêts à temps, chaque mois sans exception. Les 47 000 se sont réduits à 39, puis 32, puis 26. J'ai commencé à étudier, pour ma certification d'infirmière praticienne, passant mes soirées à la bibliothèque, mes week-ends en salle d'études, et faisant mes stages cliniques, dans une clinique gratuite du quartier South End. J'ai réussi l'examen, du premier coup. J'ai également commencé une thérapie, tous les mardis, à 17h. Ma thérapeute s'appelait Dr Lingrand, et elle avait l'habitude de dire des choses, qui atterrissaient comme des pierres, dans une eau calme. Lors d'une séance, environ 6 mois plus tard, je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir brisé ma famille. Elle a posé son stylo, et elle m'a regardé. Ce n'est pas vous qui avez brisé votre famille, René. C'est le silence qui l'a fait. J'ai écrit cette phrase sur un post-it, et je l'ai collée sur le miroir de ma salle de bain. Il y est resté, pendant 3 ans. J'ai commencé à courir. D'abord un mile, puis 3, puis un 5 km, et enfin un semi-marathon, à Saratoga. J'ai franchi la ligne d'arrivée, toute seule, et j'ai pensé, c'est ça que ça fait, d'être fier de soi, sans avoir besoin de la permission de personne. Je n'ai pas appelé à la maison. Je n'ai pas vérifié Facebook. Je n'ai pas cherché le nom de mon frère, sur Google. J'étais en train de construire quelque chose de nouveau. Et je refusais de laisser les anciennes fondations le fissurer. J'ai rencontré Marcus Thompson dans la salle d'attente de ma propre clinique. Il s'était coupé la main sur un morceau de barre d'armature sur un chantier de construction. 3 points de suture, rien de grave. Il avait 32 ans, il était calme, poli, et il n'arrêtait pas de s'excuser, de saigner sur la chaise. Ce sont les urgences, lui ai-je dit. Saigner, c'est un peu le principe. Il a ri. J'ai remarqué qu'il avait des yeux doux, et une voix qui ne se précipitait pas. Il est revenu 2 semaines plus tard, pour se faire enlever les points de suture, puis encore une semaine après, avec une question sur un vaccin antitétanique, dont nous savions tous les deux, qu'il n'avait pas vraiment besoin. Nous avons pris un café, puis nous avons dîné, puis nous avons passé nos samedis matins, au marché des producteurs, où il portait les sacs, et où je choisissais les tomates, et aucun de nous deux ne parlait de sujets lourds. Au bout de 3 mois, il m'a posé des questions sur ma famille. J'ai dit, je ne leur parle pas vraiment. Il a hoché la tête. D'accord. C'était tout. Pas de relance, pas d'indiscrétion, juste d'accord. Au bout de 6 mois, je lui ai tout raconté. Nous étions sur son canapé,
et les mots sont sortis, comme s'il n'avait attendu que ça. Je lui ai parlé de Megan, de l'appel téléphonique, des 6 mots de ma mère, et de la boîte qui était revenue non ouverte. Marcus a tout écouté. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas réagi avec choc, avec colère, ou avec pitié. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux, pendant 10 bonnes secondes. Et puis, il a prononcé une seule phrase. Tu as bien fait. 4 mots, très simples. Et c'était la première fois que quelqu'un dans ma vie me les disait. Nous nous sommes mariés, le printemps suivant. Une petite cérémonie, dans un parc au bord de l'Hudson. 12 invités, ses parents, ses amis d'université, mes 2 collègues de travail. Personne de mon côté. J'ai découvert plus tard ce qui s'était passé cet été-là. Megan Brox avait 22 ans, à l'époque, et elle était étudiante en 2e année, à l'université SUNY New Paltz, où elle étudiait la psychologie. Elle avait changé d'université 2 fois, et pris une année sabbatique, le genre de parcours académique, qui semble décousu de l'extérieur, mais qui prend tout son sens, quand on connaît l'envers du décor. Pour un cours sur les traumatismes du développement, son professeur a donné un exercice de recherche. Trouver une étude de cas publiée, ou un article de presse, sur un sujet lié au cours. L'analyser. Et rédiger une réflexion. Megan est allée sur la base de données de la bibliothèque. Elle a tapé des mots-clés, et ensuite, à l'instinct, elle a tapé autre chose. Travis Brox Millbrook. L'article était petit. Enterré dans les archives de la Millbrook Gazette, datant de 5 ans plus tôt. 6 paragraphes. Pas de photo. Un homme de la région, interrogé en lien avec des allégations d'inconduite. Aucune charge retenue. Megan a fixé l'écran. Elle a lu l'article, 2 fois. Elle a reconnu mon nom. J'y étais mentionné, comme un membre de la famille, qui avait signalé les allégations aux autorités. Elle est restée assise sur cette chaise de bibliothèque, pendant 45 minutes. Ensuite, elle a ouvert son navigateur, et a cherché la ligne non urgente, du shérif du comté de Dutchess. Elle n'a pas appelé sa mère. Elle n'a pas appelé Russell. Elle n'a appelé ni Diane, ni Paige, ni personne de la famille Brox. Elle a appelé le numéro, figurant au bas de l'article. L'inspectrice Aaron Walsh a décroché. Je n'allais apprendre l'existence de cet appel que 14 mois plus tard. À ce moment-là, 6 autres personnes auraient passé le même appel. Mais Megan a été la première. Megan, la fille qui pleurait dans le couloir, il y a 5 Thanksgiving de cela, celle à qui Paige avait dit de se taire. Elle ne se taisait plus, désormais. Au moment où j'ai eu 31 ans, ma vie à Albany ressemblait à l'histoire de quelqu'un d'autre. Marcus et moi avons acheté une petite maison de style Cape Cod, à Delmar, à 15 minutes au sud de la ville. 3 chambres, un sous-sol qui fuyait, et un jardin à l'arrière, avec un chêne qui laissait tomber des glands sur le toit, chaque mois d'octobre, réglé comme une horloge. Nous payions 2002 cents par mois, sur un prêt à taux fixe de 30 ans. Nous pouvions nous le permettre, parce que nous travaillions tous les deux, et qu'aucun de nous n'avait quelqu'un pour nous renflouer, si nous n'y arrivions pas. J'étais infirmière praticienne, dans une clinique familiale privée, sur Western Avenue, du lundi au vendredi. Fini les gardes de nuit. J'avais mes propres patients, mon propre emploi du temps, mon propre stéthoscope, avec mes initiales gravées sur le pavillon, et j'étais enceinte. Lily était prévue pour mai. La vie était belle. Elle était à moi. Mais chaque Thanksgiving, je mettais la table pour 2, et je sentais le vide des chaises, qui auraient dû être occupées. Les personnes qui m'avaient blessé ne me manquaient pas. Ce qui me manquait, c'était la famille que je pensais avoir. Il y a une différence, et c'est le genre de différence qui vous empêche de dormir à 3 heures du matin, même quand tout le reste va pour le mieux. Un après-midi d'avril, une carte d'anniversaire est arrivée par la poste. Sans adresse d'expéditeur, juste une enveloppe crème, avec mon nom écrit en cursive tremblante. À l'intérieur, une carte avec des marguerites sur le devant, et une seule ligne manuscrite. Je pense à toi, elle, tante Linda, la sœur aînée de ma mère, la seule personne de la sphère Brox, qui ne m'avait jamais publiquement attaqué, et la seule, qui ne m'avait jamais publiquement défendu, non plus. J'ai mis la carte dans le tiroir de ma table de chevet, et je l'ai refermée. J'ai pensé que c'était ce qui se rapprocherait le plus d'une famille, pour moi. J'avais tort.
ce que je m'apprête à vous raconter, je l'ai reconstitué plus tard, grâce à l'inspectrice Walsh, au dossier du tribunal, et aux conversations que j'ai eues, après le procès. À l'époque, je n'en savais rien du tout. Après l'appel de Meghan, Walsh a rouvert le dossier. Elle a sorti le même bloc-notes jaune qu'elle avait utilisé 5 ans plus tôt. Ma déclaration originale y était toujours. Page 1, à l'encre bleue, le 21 novembre 2021. Elle a commencé à passer de nouveaux appels, des appels prudents et discrets. Elle a contacté des membres éloignés de la famille Brox, des petits cousins, des nièces, des personnes qui vivaient dans d'autres villes et qui n'avaient plus aucun contact avec Millbrook. La deuxième personne à se manifester a été Bethany. Elle avait 20 ans, la petite dernière de Russell. Elle en avait 11 quand ça a commencé. La troisième était une nièce du côté de ma mère, quelqu'un que j'avais rencontré, peut-être 2 fois, lors de réunions de famille. Elle avait 19 ans. Elle en avait 9 à l'époque, puis une quatrième s'est présentée, une cinquième, une sixième. Chacune d'elles est venue seule. Chacune d'elles s'est assise dans le bureau de Walsh et a prononcé une variante de la même phrase. Je pensais que j'étais la seule. Walsh a écrit leur nom sur son bloc-notes jaune, un par ligne, à l'encre noire. Cette fois-ci, elle avait changé de stylo, quelque part au cours de la 3e année, mais le bloc-notes était le même. 7 noms. 7 personnes, qui avaient porté le même silence, certaines pendant plus d'une décennie. Elles ne connaissaient pas l'existence des autres. Elles ne se sont pas coordonnées. Elles ont juste, une par une, décidé qu'elles en avaient fini, avec le fait de se taire. Le 7e nom, sur cette liste, serait celui qui allait m'anéantir. Mais je ne le savais pas encore. J'étais à Delmar, en train de donner de la purée de banane à Lily, et de regarder Marcus assembler une étagère. Et je n'avais aucune idée qu'à 300 km au sud de là, les murs de la famille Brox commençaient enfin à se fissurer. Vous savez, il y a quelque chose, à propos du silence, que les gens ne comprennent pas. Ça ne protège personne. Ça donne simplement, à la personne qui a causé le mal, plus de temps, plus d'accès, et plus de marge de manœuvre, pour opérer. Si vous regardez ceci, et que vous avez déjà été la seule personne de votre famille, prête à dire la vérité qui dérange à voix haute, je vous vois. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et si cette histoire vous touche de près, laissez un commentaire ci-dessous. Continuons. Août. Lily avait 3 mois. J'étais assise sur le sol du salon, en train de lui faire ses exercices sur le ventre, quand Marcus a apporté le courrier. Il y en a un épais pour toi, a-t-il dit. Sans adresse d'expéditeur. J'ai reconnu l'écriture, avant même de l'ouvrir. Tante Linda. À l'intérieur de l'enveloppe, 2 pages de lettres manuscrites, et 8 pages de captures d'écran imprimées. Des copies couleur, horodatées, provenant de la discussion de groupe. La famille Brox. La lettre était courte. L'écriture de Linda tremblait par endroits. René, j'aurais dû parler plus tôt. Je suis désolé. Je ne peux plus continuer à faire semblant. J'ai besoin que tu vois ce qu'ils ont dit sur toi après ton départ. J'ai besoin que tu comprennes ce dans quoi j'ai vécu au cours des 4 dernières années. Et j'ai besoin que tu saches que j'en ai fini avec ça. J'ai déplié les captures d'écran. La première datait de la semaine où j'avais quitté Millbrook. Ma mère, elle est morte pour moi. Nous ne prononcerons plus son nom dans cette maison. Paige, répondant 6 minutes plus tard, elle a toujours été jalouse de Travis. Tout le monde le sait. Gérald. Rien. Pas un seul message, dans toute la discussion, pour me défendre. Pas une seule question. Pas un seul, peut-être qu'on devrait l'écouter. Juste le silence. Son silence trônait dans cette discussion de groupe, comme une porte verrouillée. Mais celui qui a coupé mon souffle, datait d'il y a 3 ans. Un message de Diane, envoyé en privé à tante Linda, mais capturé par Linda, avant qu'elle ne puisse l'effacer. Linda, si tu parles à René, tu es la prochaine. Et je suis sérieuse. C'est la raison pour laquelle Linda avait attendu 4 ans. Pas parce qu'elle s'en fichait. Parce que ma mère l'avait menacée. J'ai posé les pages sur la table basse. Lily babillait sur le sol,
attrapant ses orteils, totalement inconsciente du fait que sa grand-mère avait déclaré que sa mère était morte. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais j'avais dépassé le stade des larmes, concernant la famille Brox. J'ai plié la lettre. J'ai rangé les captures d'écran, dans un tiroir, et j'ai pris ma fille dans mes bras. J'ai appelé Linda ce soir-là, après que Marcus ait couché Lily. La conversation a duré 47 minutes. Je me suis assise sur la véranda arrière, avec une couverture sur les épaules, et j'ai écouté une femme de 62 ans, détricoter 12 années de silence. Linda m'a dit qu'elle savait depuis que Travis avait 23 ans. Une cousine plus jeune, quelqu'un dont je me souvenais à peine, l'avait dit à Linda, lors d'un barbecue familial, l'avait prise à part près de la glacière, le lui avait murmuré, en la suppliant de ne le dire à personne. Linda en a parlé à Diane. Une seule conversation, à la table de la cuisine, pendant que le café refroidissait. La réponse de Diane. Tu as mal entendu. Laisse tomber. Linda a laissé tomber. Pas parce qu'elle croyait Diane, mais parce que Diane était sa seule sœur, et que Linda ne pouvait pas survivre à l'idée de la perdre. Alors, elle a plié la vérité, en un petit carré, et l'a cachée bien au fond. De la même façon qu'on met une facture, qu'on ne peut pas payer, au fond d'un tiroir, en espérant qu'elle disparaisse. Je porte ça depuis 12 ans, René, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée, sur le chiffre. 12 ans. J'ai pressé le téléphone, contre mon oreille. Je pouvais entendre sa respiration, à travers les grésillements. Tu étais la courageuse, a-t-elle dit. Tu as toujours été la courageuse. Et j'avais trop peur, pour me tenir à tes côtés. Je n'avais pas la force, d'être en colère contre Linda. Elle était une autre personne, que ma mère avait réduite au silence. Une autre personne, à qui l'on avait donné, le même choix impossible, la vérité ou la famille, et qui avait choisi la famille. J'avais fait un choix différent, et cela m'avait tout coûté. À la fin de l'appel, Linda a ajouté, une dernière chose. Il y en a d'autres, René. Je ne sais pas combien, mais il y en a d'autres. J'ai fermé les yeux, en gardant le téléphone, contre ma joue. Je sais, ai-je répondu. Je ne le savais pas. Pas vraiment. Mais quelque part dans ma poitrine, je l'avais toujours su. Cette nuit-là, après que Linda ait raccroché, je n'arrivais pas à dormir. Marcus respirait calmement, à côté de moi. La machine à bruit blanc de Lily bourdonnait depuis sa chambre. La maison était calme. Mon esprit ne l'était pas. Je me suis levé, et je suis allé vers le placard. Tout au fond, derrière un carton de vêtements de grossesse, que j'avais l'intention de donner, il y avait une boîte plus petite, en carton marron, sans étiquette. Je l'avais scellée en emménageant, et je ne l'avais jamais ouverte, depuis. À l'intérieur, mon diplôme d'école d'infirmière, une photo de moi et Paige à la foire du comté, à l'âge de 12 et 9 ans, une carte d'anniversaire de mon père, avec un billet de 20 € toujours à l'intérieur, et l'écharpe rouge. Je l'ai sortie. La laine était plus fine, que dans mes souvenirs. La couleur avait passé la rouille, pour devenir quelque chose, d'une teinte presque rose. Une extrémité était effilochée, jusqu'au fil. Je me suis assise, sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards, et je l'ai enroulé, autour de mes mains. J'ai pleuré, pour la première fois en 2 ans. Pas des pleurs polis. Le genre de pleurs qui vient du ventre, qui fait trembler tout votre corps, et qui vous oblige à presser une serviette contre votre bouche, pour ne pas réveiller le bébé. Je ne pleurais pas, pour ce qu'il m'avait fait. Je pleurais, pour la jeune femme de 27 ans, qui avait quitté Millbrook, avec rien d'autre que cette écharpe, et un diplôme d'infirmière. Elle méritait tellement mieux, que ce que sa famille lui avait donné. J'allais m'assurer, qu'elle l'obtienne. Je me suis lavé le visage, j'ai remis l'écharpe dans la boîte, et je suis allé me coucher. Au matin, Lily m'a réveillé à 5h15, et la journée a commencé, comme n'importe quelle autre. 6 mois ont passé. Lily a fait ses premiers pas, en octobre, en s'accrochant au bord de la table basse, et en lâchant prise, comme si elle l'avait planifié, toute la semaine. Marcus a filmé la scène. J'ai encore pleuré, mais des larmes de joie. J'ai obtenu une augmentation, à la clinique. Nous avons fini de payer la voiture. Marcus a commencé à entraîner, une équipe de jeunes au basketball, les samedis matins. J'ai planté des tomates, dans le jardin,
qui sont mortes en un mois, parce que j'avais oublié de les arroser. Une vie normale, une vie simple, le genre de vie pour laquelle j'avais passé 5 ans, à gagner le droit d'avoir. Je n'ai pas rappelé Linda. Nous avions dit ce qui devait être dit. Il n'y avait plus rien à ajouter. Et parfois, la chose la plus respectueuse que deux personnes puissent faire, c'est de laisser une conversation se terminer. 2 fois cet automne-là, mon téléphone a vibré, pour des appels provenant d'un indicatif régional de Millbrook. Je n'ai pas décroché. Les 2 fois, la boîte vocale était vide. Juste 4 secondes de silence, et un clic. Je les ai supprimés. L'hiver est arrivé. Lily a eu 1 an. Nous avons organisé une fête. Les parents de Marcus, 2 couples du quartier, un gâteau avec une seule bougie. Lily a plongé tout son poing dans le glaçage, et tout le monde a ri. Et pendant 1 heure entière, je n'ai pensé ni à Millbrook, ni à ma mère, ni à la discussion de groupe, ni aux mots détruits. C'était une bonne heure. Et puis, un mardi matin de mars, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait « Bureau du shérif du comté de Dutchess ». J'ai fixé l'écran, pendant 3 sonneries, avant de répondre. René, c'est l'inspectrice Walsh. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, juste là, à côté de la chaise haute de Lily, avec une cuillerée de yaourt, encore dans la main. Je vous avais dit il y a 5 ans, que je vous appellerais si quoi que ce soit changeait. Elle a dit, quelque chose a changé. Mon pouce s'est mis à battre fort, dans mes oreilles. Lily a tapé sur le plateau, et a dit, maman. Et je n'arrivais pas à répondre. 7 personnes se sont manifestées, indépendamment, au cours des 14 derniers mois, a déclaré Walsh. Tous des membres de la famille, qui signalent tous la même personne. Tous cohérents. 7. J'ai pressé ma main libre, à plat contre le carrelage. J'avais besoin de sentir quelque chose de solide. Le procureur est en train de convoquer un grand jury, a poursuivi Walsh. Nous allons au procès, René. J'ai ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. J'ai réessayé. Qui sont-elles? Je ne peux pas encore partager les noms. Mais je veux que vous sachiez que c'est votre signalement d'il y a 5 ans qui a déclenché tout ça. Votre nom apparaît dans chacune de leurs déclarations. Vous êtes la raison pour laquelle elles se sont manifestées. J'ai regardé Lily. Elle léchait le yaourt sur ses doigts, complètement inconsciente du fait que l'appel téléphonique que je tenais venait de diviser ma vie en un avant et un après. J'ai toujours mes notes concernant votre affaire, René. Le même bloc-notes jaune. J'ai failli rire. Failli. De quoi avez-vous besoin de ma part, ai-je demandé. De votre témoignage, si vous êtes d'accord. J'ai regardé Lily faire tomber une céréale par terre, et la regarder avec une surprise sincère, comme si la gravité était un concept tout nouveau. Je suis d'accord, ai-je dit. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur le comptoir, et j'ai fixé le plafond, pendant un long moment. Je ne ressentais aucune victoire. Je ne ressentais aucun soulagement. Je me sentais lourde, parce que cela signifiait cette enfance, cette silence, et je n'en avais connu qu'un seul. Marcus est rentré à 18h12. J'étais assise à la table de la cuisine. Lily faisait la sieste. Le yaourt était toujours sur le plateau de la chaise haute, séché en croûte. Il a regardé mon visage, et a posé son sac, lentement. Que s'est-il passé? Walsh a appelé. 7 personnes se sont manifestées. Ils vont au procès. Marcus a tiré une chaise, et s'est assis en face de moi. Il n'a pas parlé pendant un moment. Puis, il a posé sa main sur la table, paume vers le haut. J'y ai déposé la mienne. Ce n'est pas une victoire, ai-je dit. C'est 7 personnes qui ont été blessées, et personne ne l'a arrêté, moi y compris. J'ai signalé une fois, et je suis parti. Tu n'es pas parti. Tu as été poussé vers la sortie. Peut-être, mais j'aurais pu me battre plus fort. J'aurais pu rester. J'aurais pu faire du porte-à-porte, chez chaque cousin et chaque tantée. René. Il m'a serré la main. Tu avais 27 ans. Tu es allé voir la police. Ta famille entière s'est retournée contre toi. Ta propre mère t'a dit qu'elle te renierait. Tu as fait bien plus
que n'importe qui d'autre dans cette famille n'était prêt à faire. Je savais qu'il avait raison, mais le savoir et le ressentir, ce sont deux codes postaux différents, et j'étais coincé à la frontière. Ce jeudi-là, je me suis assise dans le bureau du docteur Lingrand, et je lui ai parlé de l'appel. Elle a écouté, les mains croisées, comme elle le faisait toujours. Vous ne pouvez pas, vous tenir pour responsable, d'un système qui a été conçu, pour vous réduire au silence, a-t-elle déclaré. J'ai pelé la cuticule de mon pouce, jusqu'au sang. C'était des enfants, ai-je dit. Et vous avez essayé d'aider, et le système a échoué, et maintenant, le système essaie à nouveau. 2 semaines plus tard, une enveloppe en papier craft est arrivée du bureau du procureur du comté de Duchesse. À l'intérieur, il y avait une assignation à comparaître. J'étais appelé à témoigner. Le grand jury a inculpé Travis, sous 11 chefs d'accusation. La Millbrook Gazette l'a mise en première page. C'était la première fois qu'un Brox faisait la une, pour autre chose qu'un parrainage d'équipe de baseball. Diane est passée à la vitesse supérieure. J'ai appris ça de Linda, qui l'avait appris d'une cousine en ville. Ma mère a appelé tous les membres de la famille qu'elle pouvait joindre. Le discours était toujours le même. C'est un malentendu. Travis ne ferait jamais ça. Ses filles sont confuses. Ses filles, comme si c'était un club. Comme si, elles s'étaient organisées. Puis, mon père m'a appelé. La première fois, en 5 ans. Voir son nom sur mon écran, m'a fait l'effet de trouver une araignée, dans ma chaussure. René. Sa voix était faible, et vieille. Tu dois arrêter ça. Tu dois leur dire, que tu as tout inventé. Je n'ai rien inventé, papa. Et ce n'est pas moi, qui me suis manifesté cette fois-ci. Cette autre personne l'ont fait. Le silence. Le genre de silence, qui sonne comme une porte qui se ferme. Il a raccroché. 2 jours plus tard, Paige m'a envoyé un texto. Une seule ligne. Tu vas le regretter. J'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai transféré à mon avocat. Je n'ai pas répondu. Travis a publié sur Facebook, la même semaine. La vérité éclatera. Je suis innocent. Merci à tous ceux qui me soutiennent. 847 j'aime, 112 commentaires. Je prie pour toi, Travis. Nous savons qui tu es. Reste fort, mon frère. Je n'ai pas lu les commentaires. Marcus l'a fait. Il gardait le téléphone loin de moi, et ne me rapportait que ceux qui comptaient vraiment. Il y en a un de ton ancienne collègue de la clinique, a-t-il dit. Elle a écrit, je crois René. Un seul commentaire, dans un océan de 800 autres. Mais c'était suffisant. Millbrook s'est fendu, comme une bûche frappée par une hache, de manière nette et soudaine. La moitié de la ville a planté son drapeau aux côtés de Travis. Il était l'employeur, le sponsor, la poignée de main lors du pique-nique de l'église. Être loyal envers Travis, c'était être loyal envers l'économie locale. Ces gens-là portaient ça comme un insigne. L'autre moitié est devenue silencieuse. Mais ce silence signifiait quelque chose de différent, désormais. Avant, le silence, c'était de l'approbation. Maintenant, le silence, c'était du doute. Des personnes qui avaient l'habitude de faire coucou à Travis de l'autre côté de la rue principale, ont commencé à changer de trottoir. Rien de dramatique, juste assez pour éviter la conversation. Brox & Son Automotive a perdu 4 employés en 3 semaines. 2 mécaniciens, la responsable du bureau, la comptable à temps partiel. Aucun d'entre eux n'a fait de déclaration publique. Ils ont juste cessé de se présenter au travail. À l'église méthodiste, le pasteur Davis n'a pas mentionné l'affaire nommément, mais son sermon du dimanche s'intitulait « Vérité et responsabilité », et 3 personnes m'ont raconté plus tard que Diane s'était levée au beau milieu et était sortie. Gérald l'a suivi. Ils ne sont pas revenus la semaine suivante, ni celle d'après. Sur le forum communautaire de Millbrook, un groupe Facebook comptant 9000 membres, quelqu'un a publié « Si cette personne disent la même chose, c'est peut-être qu'il est temps d'écouter ». 2000 réactions, 400 partages. Les commentaires se sont transformés en zone de guerre, et les modérateurs les ont désactivés avant minuit. Je n'ai rien lu de tout ça. Marcus me résumait les commentaires positifs.
Il y a une femme nommée Carole, qui dit qu'elle a travaillé avec toi à la clinique. Elle a posté une photo de vous deux, à la fête de fin d'année. Elle a dit que tu étais, la personne la plus honnête, qu'elle ait jamais rencontrée. Je n'avais pas besoin, que Millbrook me croie, mais ça ne faisait pas de mal de savoir, que certains d'entre eux, le faisaient enfin. Cette personne. C'est ce qu'il a fallu. Pas une, pas deux, 7. Et chacune d'entre elles, a dit la même chose à l'inspectrice Walsh. Je pensais, que j'étais la seule. Si cette histoire vous fait penser, à quelqu'un que vous connaissez, partagez-la avec lui. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul, c'est la chose, qui change absolument tout. Très bien, retour à l'histoire. 6 semaines avant le procès, j'ai conduit jusqu'à Poughkeepsie, pour rencontrer l'adjointe au procureur. Son nom était Claire Nova, une quarantaine d'années, tailleur bleu marine, pas de bavardage inutile. Elle a exposé, la structure du procès. Je serai le premier témoin, appelé par l'accusation. Pas parce que mon témoignage était le plus solide, ça, c'était celui des 7 personnes, venues après moi, mais parce que c'était moi, qui avais tout déclenché. Vous avez ouvert la porte, René. Le jury a besoin, de comprendre cela. Elle a passé en revue avec moi, les questions qu'elle me poserait. J'ai pratiqué mes réponses, dans sa salle de conférence, pendant que Marcus était assis dans le couloir, avec Lily sur ses genoux. Ma voix s'est brisée, lors du 3e essai. Claire m'a arrêté. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous avez juste besoin, d'être honnête. J'ai conduit jusqu'à la maison, et je n'ai pas pu dîner. Marcus n'a pas insisté. Il a préparé de la soupe, et l'a laissée sur le comptoir, pour quand je serai prête. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond, et j'ai entendu la voix de mon père. Aucune fille à moi, ne ferait une chose pareille. Vieille de 5 ans, et toujours aussi tranchante. Je me demandais ce qu'il dirait, quand il me verrait à la barre. Je me demandais s'il me regarderait, ou s'il détournerait les yeux. Walsh m'a appelé 3 jours plus tard, un petit contrôle de routine, mais elle a mentionné quelque chose, qui m'a coupé le souffle. Je veux que vous soyez préparés, a-t-elle dit. L'un des 7 témoins, est quelqu'un avec qui vous avez grandi, quelqu'un de proche. Qui? Je ne peux pas encore vous le dire, mais vous le saurez, quand vous verrez la liste des témoins. J'ai raccroché, je me suis assise sur le bord du lit, j'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre, comme si je priais, sauf que je ne priais pas. J'essayais, de ne pas m'effondrer. Date du procès, 14 octobre, dans 6 semaines. 3 semaines avant le procès. J'étais en train de décharger les courses de la voiture, quand j'ai vu la Buick. La Buick, le sabre bleu poudre de ma mère, garée dans ma rue, à Delmar, à 3 heures de route de Millbrook. Diane se tenait debout, sur le porche de ma maison. Elle semblait plus petite, que dans mes souvenirs. Ses cheveux, étaient devenus complètement gris. Elle portait un manteau, que je ne reconnaissais pas. J'ai posé les sacs de course par terre, et j'ai monté les marches. Nous nous tenions, à 1 mètre l'une de l'autre. Je suis ta mère, a-t-elle dit. Ses yeux étaient gonflés. S'il te plaît, ne fais pas ça à ton frère. Ne me fais pas ça à moi. Tu as conduit 3 heures, pour me demander de protéger la personne, qui a fait du mal, à cette personne de notre famille. J'ai gardé une voix basse, et assurée. 7, maman. 7. Elles mentent. Elles mentent toutes. Travis ne ferait jamais. Alors laisse le jury, décider. Elle a attrapé mon poignet. Ses doigts étaient froids. Si tu témoignes, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne me suis pas dégagé. J'ai baissé les yeux, vers sa main sur mon bras. La même main, qui avait l'habitude de tresser mes cheveux, qui tenait la mienne, sur le banc de l'église, qui pressait un gant de toilette froid, sur mon front, quand j'étais malade. Tu ne m'as pas pardonné, depuis 5 ans, ai-je dit. Qu'est-ce qu'une chose de plus? Elle a lâché prise. Sa main est retombée, le long de son corps. Puis, elle a regardé au-delà de moi, à travers la porte d'entrée ouverte, vers le salon. Lily était assise sur le tapis, empilant des blocs en mousse. 18 mois, des boucles brunes. Les yeux de Marcus. Diane a fixé sa petite fille. Son menton a tremblé. Ses doigts se sont contractés le long de son corps, comme s'il voulait attraper quelque chose.
Elle n'a pas dit un mot à propos de Lily. Elle s'est retournée. Elle a marché jusqu'à la Buick. Elle est partie. 3 semaines plus tard, je l'ai revue dans une salle d'audience. 13 octobre. 21h47. Marcus dormait. Lily dormait. La maison faisait cette chose que font les maisons la nuit. S'installer dans ses craquements et ses cliquetis, le lave-vaisselle, bourdonnant son dernier cycle. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec un verre d'eau auquel je n'avais pas touché, et j'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. La lettre de tante Linda, les captures d'écran, la carte d'anniversaire avec les marguerites, l'assignation à comparaître, toutes dans le même tiroir, superposées les unes sur les autres, comme des strates géologiques. Chacune représentant une année différente, du pire chapitre de ma vie. Je suis allé vers le placard, j'ai sorti l'écharpe rouge, je l'ai pliée en un rectangle soigné, et je l'ai mise dans mon sac. Je n'avais pas besoin d'une armure. Je n'avais pas besoin d'une arme. J'avais juste besoin de la vérité, et d'une écharpe, que ma grand-mère m'avait tricotée, quand j'avais 10 ans. Marcus s'est réveillé à 5 heures. Il n'a pas demandé si j'étais prête. Il a fait du café, en a versé 2 tasses, et a posé la mienne, sur le comptoir. Je l'ai prise. Nous sommes restés debout dans la cuisine, dans la lumière grise du petit matin, j'ai bu mon café, il a bu le sien, et nous n'avons pas parlé, parce qu'il n'y avait plus rien à dire, que nous ne nous soyons pas déjà dit, avec 5 années, passées à être là l'un pour l'autre. À 6h30, nous avons déposé Lily, chez ses parents. Elle a fait coucou de la main depuis la fenêtre, et a dit « Maman, bye bye ». J'ai fait coucou en retour, et j'ai souri. Ensuite, je suis monté dans la voiture, et j'ai roulé vers le sud, en direction de Poughkeepsie. Palais de justice du comté de Duchesse, pierre grise, ciel d'octobre, 9h du matin. Le parking était plein. J'ai compté des plaques d'immatriculation, de 4 comtés différents. Marcus a trouvé une place, dans une rue adjacente, à 2 pâtés de maison de là, et nous sommes entrés par la porte de derrière, car Claire Nova m'avait dit, d'éviter les marches de l'entrée principale. Il pourrait y avoir la presse, avait-elle prévenu. Une affaire de petite ville, avec de grandes implications. Les chaînes locales sont intéressées. La salle d'audience était conçue pour 80 personnes. Il y en avait plus de 120 à l'intérieur, et une file d'attente à la porte. Des places debout, uniquement. Les huissiers avaient apporté des chaises supplémentaires, le long du mur du fond. Je suis entré, et j'ai vu la division. Sur la gauche, Marcus et moi, Claire Nova, Walsh dans un blazer bleu marine, son bloc-notes jaune sur les genoux. Les 7 témoins se trouvaient dans une pièce séparée. Elles seraient amenées, une par une. Sur la droite, la famille Brox. Diane, dans une robe noire. Un chapelet, sur les genoux. Gérald, dans une veste de sport qui était trop grande. Il avait perdu du poids. Paige, dans la rangée derrière eux, les bras croisés, la mâchoire serrée. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Elle me fixait. Travis a été amené par une porte latérale. La combinaison orange avait été échangée contre une chemise habillée bleue et un pantalon kaki. Le choix de son avocat. Il paraissait plus mince, plus petit. La dernière fois que j'avais vu mon frère, c'était il y a 5 ans, à cette table de Thanksgiving, découpant la dinde d'une main et reposant l'autre sur le dossier de la chaise de mon père, comme s'il était le maître des lieux. Il n'était pas le maître de cette pièce. Je me suis assise. Marcus a pris ma main. J'ai ajusté l'écharpe rouge autour de mon cou, et j'ai regardé droit devant moi. Le juge est entré. La salle s'est levée. Ça commençait. Le ministère public appelle René Brox. Je me suis levé, j'ai lissé mon chemisier, et je me suis dirigé vers la barre des témoins. La salle d'audience était si silencieuse. Je pouvais entendre les néons bourdonner au-dessus du box des jurés. 12 visages, 6 femmes, 6 hommes, qui regardaient tous. Claire s'est approchée. Mademoiselle Brox, pouvez-vous nous parler du 21 novembre 2021 ? Je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé du dîner de Thanksgiving, de Meghan qui pleurait dans le couloir, de la voix de Paige, tranchante et basse, disant « Évite juste de te retrouver seule avec lui », et du fait d'être assise, sur la véranda arrière, avec une fille de 17 ans,
qui m'avaient fait assez confiance pour me dire la vérité. Je leur ai parlé de l'appel téléphonique que j'ai passé le lendemain matin, du bloc-notes jaune de l'inspectrice Walsh, et des 6 mots que ma mère m'avait dit. Et que s'est-il passé, après que vous avez déposé le signalement, a demandé Claire. J'ai été exclu de ma famille. Ma mère a cessé de me parler. Mon père m'a renié. Ma sœur m'a traité de menteuse, publiquement. Les poursuites ont été abandonnées. J'ai déménagé à Albany. J'ai recommencé à zéro. Et avez-vous eu un quelconque contact avec les 7 autres témoins, avant leur signalement? Aucun. Les avez-vous encouragés, entraînés, ou vous êtes-vous coordonnés, avec l'une d'entre elles? Non. Je ne savais pas qu'elles existaient, jusqu'à ce que l'inspectrice Walsh m'appelle il y a 14 mois. L'avocat de la défense s'est levé pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Brox, n'est-il pas vrai que vous avez une rancune personnelle contre votre frère? Je l'ai regardé. Puis, j'ai regardé Travis. Puis, j'ai regardé le jury. Je n'ai de rancune envers personne, dans cette pièce. J'ai signalé ce que je savais. C'est tout ce que j'ai jamais fait. Du côté droit de la salle d'audience, ma mère pleurait. Mon père lui tenait la main, et fixait le sol. Paige restait, parfaitement immobile. Je suis descendu de la barre. Pour la première fois en 5 ans, quelqu'un avait écouté. Elles sont venues, une par une. Megan d'abord, 22 ans. Elle s'est dirigée vers la barre, le menton haut, et les mains jointes devant elle, comme si elle se préparait à encaisser une vague. Elle a répondu à chaque question, clairement. Sa voix a tremblé 2 fois, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Quand elle a eu terminé, elle m'a regardé, dans la salle. Elle n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête. Une petite inclinaison du menton, et elle est passée. Puis Bethany, 20 ans, plus petite, plus silencieuse. Elle a pleuré pendant la majeure partie de son témoignage, mais elle n'a pas demandé à s'arrêter. Quand l'avocat de la défense l'a pressée, sur un détail chronologique, elle l'a corrigé, avec la date exacte. Elle avait tenu un journal intime. Puis la troisième, une cousine que je n'avais pas vue, depuis qu'elle avait 9 ans. Elle en avait 19, maintenant, et était plus grande que moi. Elle parlait d'une voix si basse, que le juge lui a demandé de se répéter 2 fois. Elle l'a fait, à chaque fois plus fort. La 4e, la 5e, la 6e. Je n'ai pas décrit leurs histoires ici, et je ne le ferai pas. Chacune a apporté quelque chose de privé, à cette barre, et cela leur appartient. Ce que je dirai, c'est ceci. Chacune d'elles s'est avancée. Chacune d'elles a dit son nom. Chacune d'elles a dit la vérité. Et chacune d'elles s'est rassise, et a expiré, comme si elle avait retenu sa respiration, pendant des années. L'inspectrice Walsh a pris la barre, après le 6e témoin. Elle a ouvert son bloc-notes jaune, le même bloc-notes que sur la table de ma cuisine il y a 5 ans, le même que lors de l'appel de Megan il y a 14 mois, et elle a guidé le jury, tout au long de l'enquête. Je travaille sur cette affaire, depuis 5 ans, a-t-elle déclaré. Cette victime, toute signalée de manière indépendante. Aucune d'elles ne connaissait l'existence des autres, jusqu'à ce procès. La salle d'audience était silencieuse. Pas un silence gêné, un silence lourd, le genre qui vous oppresse la poitrine. Je suis resté sur mon siège, et j'ai compté. Cette personne, cette enfance, le silence d'une famille, et une inspectrice, qui n'a jamais classé le dossier. Après que le 6e témoin soit descendu de la barre, quelque chose s'est brisé, du côté droit de la salle. Diane s'est levée. L'huissier s'est avancé vers elle, mais elle ne se dirigeait pas vers la porte. Elle faisait face au juge. Ce n'est pas juste. Sa voix était aiguë, et éraillée. Mon fils est un homme bon. Vous mentez toutes. Vous mentez toutes. Le marteau du juge s'est abattu avec force. Madame, asseyez-vous, ou vous serez expulsée de cette salle d'audience. Gérald a attrapé le bras de Diane, et l'a tiré, pour la faire asseoir. Elle s'est effondrée contre lui, en tremblant. Les grains de son chapelet cliquetaient, alors que ses mains tremblaient. Elle l'a répété, plus doucement maintenant, dans l'épaule de Gérald. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, pour ma famille. Je l'ai observé, de l'autre côté de l'allée.
Cette femme, qui m'avait tressé les cheveux, qui m'avait appris à faire une pâte à tarte, qui s'était tenue dans sa cuisine il y a 5 ans, pour me dire que je détruisais tout ce qu'elle avait construit. Elle avait raison, sur un point. La famille était détruite. Mais pas par moi. Elle a été détruite, par chaque dîner du dimanche, où la vérité s'asseyait à table, et où personne ne la reconnaissait. Par chaque message de discussion de groupe, qui choisissait le mensonge confortable. Par chaque « n'en fais pas toute une histoire », et chaque « laisse tomber », et chaque porte, qui se fermait sur un enfant, qui avait besoin qu'elle s'ouvre. Ma mère n'a pas détruit la famille, en protégeant Travis. Elle l'a détruite, en croyant que protéger Travis, c'était la même chose, que de protéger la famille. Ce n'était pas le cas. Le procureur s'est levé. La salle d'audience s'est calmée. Et ensuite, elle a prononcé les mots, qui ont tout changé. Le ministère public, appelle Page Brooks. L'air a quitté la pièce. La tête de Diane s'est relevée brusquement. Gérald a fermé les yeux. Travis, à la table de la défense, s'est complètement immobilisé. Page s'est levé, de la rangée située derrière ses parents. Ses jambes étaient chancelantes. Elle a agrippé le dossier du banc, devant elle. Puis, elle a lâché prise, et s'est dirigée vers la barre. Elle a prêté serment. Elle s'est assise. Ses mains étaient à plat sur ses genoux, appuyant fort, comme si elle essayait de s'empêcher de s'envoler. Elle m'a regardé, et pour la première fois en 5 ans, j'ai vu ma sœur. Pas la personne, qui avait posté sur Facebook. Pas la voix, qui m'avait traité de menteuse. Pas la main, qui avait renvoyé le cadeau d'anniversaire. Ma sœur. La fille, avec qui j'ai partagé ma chambre, jusqu'à mes 12 ans. Celle qui avait l'habitude, de se glisser dans mon lit, pendant les orages. Elle a ouvert la bouche. Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix, était claire. Je t'ai cru. Je t'ai toujours cru, parce que ça m'est arrivé à moi, aussi. La salle d'audience n'a pas halté. Elle s'est juste arrêtée. Chaque son, chaque respiration, chaque froissement de papier, comme si la pièce entière, avait été submergée. Diane a émis un petit son, pas un mot, juste un son. Le genre qu'on aimait, quand quelque chose qu'on porte depuis 30 ans, finit par tomber. Page a parlé pendant 3 minutes. Puis, elle m'a regardé à nouveau. Je t'ai traité de menteuse, parce que si tu disais la vérité, alors je devais dire la vérité, moi aussi. Et je n'étais pas prête. J'ai pleuré. Pour la première fois, dans cette salle d'audience. Marcus a serré ma main si fort, que je pouvais sentir son pouls, dans ma paume. 5 années de silence, une seule phrase, et toute la salle d'audience, l'a ressenti. Le jury a délibéré, pendant 4h11. Nous avons attendu dans le couloir. Marcus était assis à côté de moi, sur un banc en bois, pendant que je fixais les marques d'éraflure, sur le lino. Walsh se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, surveillant le parking, comme si elle gardait le bâtiment, de l'extérieur vers l'intérieur. À 15h22, l'huissier est sorti. Ils sont prêts. Nous sommes retournés à l'intérieur. La salle d'audience était tout aussi pleine, qu'avant. Personne n'était parti. La présidente du jury, s'est levée. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes de lecture, sur une chaîne autour du cou. Elle a déplié le papier. Sur le premier chef d'accusation, coupable. Diane a attrapé le bras de Gérald. Sur le deuxième chef, coupable. La présidente du jury a lu l'ensemble des 11 chefs d'accusation. Coupable pour 9 d'entre eux. Non coupable pour 2. Des détails techniques dans la chronologie, que la défense avait exploités. 9 sur 11. Plus que suffisant. Travis est resté immobile, à la table de la défense, pendant la lecture du verdict. Il ne s'est pas retourné. Il n'a pas regardé sa mère. Il ne m'a pas regardé. Quand l'huissier s'est approché, il a tendu les poignets, sans qu'on le lui demande. Ils l'ont emmené par la porte latérale, la même porte par laquelle il était entré, ce matin-là, dans sa chemise bleue et son pantalon kaki. Il n'a pas regardé en arrière. Diane ne s'est pas levée. Gérald l'a tirée doucement, mais elle a secoué la tête. Paige était assise, 2 rangées derrière, les bras enroulés autour d'elle-même. À l'extérieur, Walsh s'est approché de moi. Son bloc-notes,
était coincé sous son bras. C'est vous qui avez commencé ça, René. Il y a 5 ans. C'est vous qui l'avez commencé. J'ai secoué la tête. Non, c'est Megan qui l'a commencé. C'est Bethany qui l'a commencé. Elles l'ont toutes fait. Moi, j'ai juste ouvert la porte. Marcus a passé son bras autour de moi. Je me suis appuyé contre lui. Rentrons à la maison, ai-je dit. Travis a été condamné à 18 ans de prison. Aucune possibilité de libération conditionnelle, avant 12 ans. Brooks Son Automotive a fermé définitivement. Le bâtiment sur la rue principale est resté vide pendant 6 mois, avant qu'une femme de Kingston ne l'achète et ne le transforme en une clinique de physiothérapie. J'ai trouvé ça très à propos. La guérison, dans le même espace, qui avait été construit sur le silence. Gérald a vendu la maison de Maple Ridge Road. Sans Travis pour couvrir le prêt, il n'arrivait pas à suivre. 2400 par mois, sur le revenu fixe d'un retraité. Le calcul n'a jamais été tenable. Il a emménagé dans un appartement d'une chambre, au-dessus de la quincaillerie. J'ai entendu dire qu'il dînait au dîner la plupart des soirs, tout seul. Diane a quitté Millbrook. Elle est partie vivre chez un cousin à Scranton, pas chez Linda. Linda a coupé les ponts avec sa sœur après le procès. 12 années à porter le secret de quelqu'un d'autre, ça fait cet effet-là. Paige m'a appelé 2 semaines après le verdict. La conversation a duré 6 minutes. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'était pas encore prête pour ça, et je n'en avais pas besoin. Je commence une thérapie, a-t-elle dit. Bien. J'ai répondu que c'était la totalité de l'appel. 6 minutes, 2 phrases qui comptaient. C'était suffisant. Megan a obtenu son diplôme de l'université SUNY New Paltz ce printemps-là. Elle a changé sa matière principale pour le travail social. Je lui ai envoyé une carte. Elle m'en a renvoyé une. À l'intérieur, elle avait écrit « Merci d'avoir été la première ». Millbrook n'a plus beaucoup parlé de la famille Brooks après ça, mais l'église méthodiste a créé un fonds de soutien. Des dons anonymes, un accès anonyme, un petit changement, un changement discret, le genre qui ne fait pas les gros titres, mais qui remodèle une ville, une conversation à la fois. Je ne suis pas retourné à Millbrook. Je n'en avais pas besoin. Ma maison était à Delmar, avec Marcus et Lily, et un jardin rempli de plants de tomates morts, et une vie que j'avais construite de zéro. Les gens me demandent si je regrette d'avoir dénoncé mon frère. Non, je ne regrette pas. Je regrette d'avoir eu à le faire. Je regrette que cette autre personne ait porté le même secret, parce que ma famille leur avait appris que le silence était synonyme de loyauté. Mais le silence n'est pas de la loyauté. Le silence, c'est de la complicité. Et je préfère être seul et honnête, plutôt qu'entouré de personnes qui ont besoin que je mente, pour qu'ils puissent dormir la nuit. Le pardon, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais la réconciliation, c'est une toute autre conversation, et ce n'est pas quelque chose que je dois à qui que ce soit. C'est ça, mon histoire. 5 années de silence, 7 voix, une seule salle d'audience. Si cette histoire vous a rappelé que la vérité vaut toujours la peine d'être dite, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et je vous retrouve dans la prochaine.